Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, les manifestations se poursuivent en Iran. L'issue reste très incertaine pour le pays alors que Donald Trump semble lui-même hésiter sur la marche à suivre. Nous reviendrons sur l'accord Mercosur auquel l'Union européenne a donné son feu vert malgré les gesticulations d'Emmanuel Macron. Et puis pour terminer, nous évoquerons la politique française toujours dans l'impasse. Avec la nouvelle année, les questions budgétaires reviennent sur le devant de la scène, mais l'équation reste la même. En Iran, l'agitation se poursuit dans un contexte de crise économique et de tensions régionales. Le point avec Olivier Frère-Jacques. L'Iran toujours en proie à des mobilisations d'ampleur. Le pays entre dans sa 3e semaine de manifestation dans un contexte international inédit avec l'effondrement de plusieurs alliés en Syrie notamment, mais aussi avec l'affaiblissement du Hezbollah au Liban. Quelques jours après l'opération américaine au Venezuela, tout pourrait laisser croire à une opération de déstabilisation venue de Washington ou de Tel Aviv. Mais comme nous l'explique Maître Baki Manesh, avocat et conseiller des Français de l'étranger en Iran, la grogne en cours est avant tout une révolte motivée par des motifs économiques. Si on se base sur l'historique des mouvements populaires en Iran, manifestations, révoltes, il y en a eu. Il y en a, je dirais, régulièrement, à intervalles espacés en général de 2, 3, 4 ans. L'amplitude de ce qui se passe aujourd'hui est à rapprocher de l'amplitude du mouvement vert des années 2009. Chaque fois, le pouvoir a réussi à reprendre le contrôle. Maintenant, cette fois, c'est tout de même, il y a un point de différence assez important, c'est que la population a atteint un niveau de ras-le-bol économique extrêmement élevé. Cette fois-ci, l'économie iranienne est entrée depuis quelques semaines dans un état, moi je qualifie de coma. Une économie dans un coma, victime des sanctions mais aussi d'une mauvaise gestion d'une partie de l'appareil politique qui contrôle des pans entiers de l'économie et pas toujours de manière très inspirée. Selon Baki Manesh, la situation demeure tout à fait incertaine et pourrait probablement trouver son dénouement dans les jours à venir et l'action ou l'inaction des États-Unis pourrait largement peser dans l'avenir proche du pays. Pouvoir analyser et dire clairement ce qui va se passer, c'est vraiment encore tôt et difficile. Je dirais qu'on attend plus que de l'intérieur, on attend dans les prochaines heures la décision de Donald Trump. Donc ça, c'est vraiment un élément qui sera extrêmement important, puisque s'il décide de frapper, ça peut changer la donne. Et puis après, il faudra observer pour savoir comment il va frapper, où il va frapper et puis les conséquences derrière. De l'intérieur, il y a différentes solutions, comme vous l'avez dit. Est-ce que le guide va décider à un moment donné de prendre un peu de recul, de se retirer, de laisser la main à d'autres, quelle que soit la structure ou la forme? Ce n'est pas pour l'instant le signe qu'il a donné, puisque son dernier discours, hier, a été plutôt assez agressif. Donc, envers Trump, envers les États-Unis, envers toujours Israël. Pour l'instant, il n'y a pas de signe effectif d'un changement. Le seul élément un petit peu à prendre en compte, c'est qu'effectivement, il semblerait que des contacts soient en cours entre le gouvernement iranien et l'émissaire américain Witkoff. Des tractations discrètes entre les autorités iraniennes et américaines, et de ce côté, tout semble aussi assez incertain si l'on considère les propos tenus par Donald Trump qui bombe le torse tout en disant que Téhéran entend négocier. L'Iran a appelé à négocier hier. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez d'être malmenés par les États-Unis. L'Iran veut négocier. Nous pourrions les rencontrer. Enfin, une réunion est en cours d'organisation, mais nous pourrions devoir agir en raison de ce qui se passe avant la réunion. Une réunion est en cours d'organisation. L'Iran a appelé. Ils veulent négocier. Imprévisible, le président des États-Unis pourrait n'avoir pas encore pris sa décision sur la marche à suivre vis-à-vis du pays. Washington pourrait encore évaluer le niveau de contestation dans le pays qui demeure difficilement chiffrable. Le président réformateur de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a lui appelé au calme et à ne pas céder aux émeutes.
Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n'autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes. Si des gens ont des préoccupations, nous les écoutons. C'est notre devoir de les entendre et de résoudre leurs problèmes. Toutefois, notre devoir premier est de ne pas permettre aux émeutiers de venir semer le trouble dans la société. De son côté, le guide suprême a demandé aux partisans de la République de se manifester en nombre dans les rues et il a été entendu dans plusieurs villes du pays où des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a lui déclaré que l'Iran ne cherche pas la guerre mais est totalement préparé à la guerre, tout en disant l'exécutif prêt à négocier. Et cela lors d'un discours devant des ambassadeurs étrangers à Téhéran. Une prise de parole lors de laquelle le ministre a pu affirmer que la situation est désormais totalement sous contrôle, alors qu'une ONG affirme qu'environ 480 manifestants ont trouvé la mort lors des événements et chiffre à plus de 10 000 le nombre de personnes arrêtées. En Iran, Internet est toujours coupé, ce qui rend l'authentification de telles données très périlleuse. En France, une lecture médiatique partielle est privilégiée avec toujours le même refrain sur, je cite, « le régime des mollahs », sans tenir compte du fait, pourtant connu de tous, que ce sont les gardiens de la révolution qui tiennent le pouvoir et non pas les religieux. La lecture sans nuance de la majorité des médias français s'aligne pour l'occasion sur le narratif d'Elon Musk qui est allé jusqu'à changer le drapeau iranien en mettant celui de l'époque du pouvoir personnel du Shah. Le drapeau de la nouvelle Syrie islamiste adoubé par Washington n'a en revanche toujours pas eu un tel honneur. En Iran, et donc loin des réseaux sociaux, les 48 voire 72 heures à venir pourraient être déterminantes. Échec total d'Emmanuel Macron face au Mercosur. L'accord de libre-échange a obtenu le feu vert de l'Union européenne et entrera en vigueur dans les prochains jours. Les paysans restent donc mobilisés. Renaud de Bourleuf. La viande aux hormones arrive dans vos assiettes. Samedi prochain, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, signera l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Après cette signature au Paraguay, les députés européens doivent ratifier, ou non, le traité. Mais il y aura une application provisoire dès le paraphe samedi, ce qui n'était pas prévu initialement. Ce lundi, le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est expliqué sur ce renoncement. Ce qui se passe, c'est qu'il était convenu que le Parlement se prononce avant l'application provisoire. Voilà. Et la présidence chypriote, effectivement, a retiré cette possibilité. Déjà un prétendu garde-fou qui saute après l'échec d'Emmanuel Macron à réunir une minorité de blocage, si tant est qu'il l'ait voulu. Les groupes parlementaires Rassemblement national et la France insoumise ont déposé des motions de censure à l'Assemblée nationale. L'examen aura lieu dans la semaine. Mais les socialistes ne voteront pas la censure. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, estime que ce n'est pas le moment puisque les députés européens vont voter au cours des prochaines semaines. Ce serait absurde de dire qu'à ce moment-là, nous censurons le gouvernement. Que les députés européens bloquent ou non l'accord Mercosur, les agriculteurs sont toujours mobilisés. Ce lundi, ils ont agi dans les ports, notamment celui du Havre. Environ 150 manifestants ont inspecté les camions pour écarter les produits alimentaires non conformes aux normes imposées aux producteurs français et européens. Un enjeu de taille alors qu'au Brésil, grand gagnant du Mercosur, 80% des produits phytosanitaires utilisés sont interdits en France. Vendredi à Paris, le président du syndicat Coordination Rurale, Bertrand Vantaux, a appelé les manifestants à rentrer chez eux, mais aussi à poursuivre la mobilisation. D'avoir bravé le froid, pour certains le ferry, d'être venus de plus de 800 bornes, d'avoir passé plus de 5 jours dans le froid, loin de chez vous, loin de vos animaux, loin de vos familles. Dans le sud-ouest et dans le nord de la France, les blocages continuent sur les autoroutes. Samedi, à Bassin, près de Bordeaux, c'était l'occasion d'affrontements avec les forces de police. La Confédération paysanne appelle à rester mobilisée. Quant à la FNSEA, elle dit poursuivre le combat. Si ça avait été un bon accord, tout le monde comprend bien qu'on n'aurait pas mis 25 ans à le signer. Si son président Arnaud Rousseau a des affaires au Brésil avec le groupe Avril, il faut noter que la FNSEA est très bien implantée dans le nord de la France. Or, l'accord Mercosur fera entrer 100 000 tonnes de sucre par an, de quoi inquiéter les producteurs de betteraves. En France, il devrait n'y avoir que des perdants, pendant qu'Ursula von der Leyen se frotte les mains pour les industriels allemands. L'épreuve du budget, toujours au goût du jour en 2026. Face à une impossibilité de trouver un consensus sur le projet de loi de finances à la fin de l'année dernière, la loi spéciale a suspendu temporairement l'épreuve de Sébastien Lecornu, mais le sursis arrive à sa fin. Le point.
Sa méthode ne fonctionne pas, il ne peut pas faire autrement. Ces deux observations respectivement issues d'Éric Lombard et Michel Barnier illustrent bien le paradoxe Lecornu. À la tête du gouvernement depuis 4 mois, le macroniste de la première heure bricole dans l'incurable. Depuis sa démission et son rempilage express à l'automne dernier, la politique française est en suspens. À son image, le budget de la France qui semblait si capital pour l'exécutif. Et si l'indéniable talent de tacticien politique de Sébastien Lecornu l'a sauvé de la censure et lui a permis de faire passer en force le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'épreuve finale du budget, qui doit satisfaire les exigences de Bruxelles de la limite de 3% de déficit, elle, n'a toujours pas été remportée. À la fin de l'année précédente, une loi spéciale a permis de gagner un peu de temps, mais rien de plus. Depuis quelques jours et la reprise des travaux en commission, les alliés macronistes se suivent et se ressemblent pour décrire une mission impossible. Beaucoup se plaisent même à évoquer l'hypothèse du 49.3, stratégie pourtant écartée par le Premier ministre pour s'éviter la censure des socialistes il y a quelques mois. L'ancien président François Hollande l'a pourtant appelé de ses vœux. Est-ce que le budget peut être voté par une majorité ? Il n'y a pas de majorité. Est-ce qu'il y a une opposition ou des oppositions qui peuvent se substituer au gouvernement actuel et former un nouveau gouvernement ? Non. Donc à partir de là, il y a une procédure qui s'appelle le 49.3. Je vais venir sur le 49.3, puisque comme président de la République, je l'ai utilisé. Je sais que ce n'est pas une procédure qui est particulièrement enthousiasmante. Mais il se trouve là, dans la situation dans laquelle on est, quelle est la seule procédure qui permet démocratiquement de faire adopter le budget. Il faut dire que l'article 49.3, qui engage la responsabilité du gouvernement, aurait aussi le mérite de déresponsabiliser les oppositions qui n'osent ni s'opposer ni collaborer ouvertement. Dans ce cadre, Sébastien Lecornu préférerait évidemment voir les socialistes se renier pour voter une cote mal taillée, comme avec le budget de la sécurité sociale. Pour ce faire, le Premier ministre tente donc une petite mise sous pression avec une menace, celle de la dissolution. C'est en tout cas la lecture de l'insoumise Manon Aubry. Ouais, j'y crois pas vraiment, pour être honnête, c'est un peu grossier. C'est vraiment Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui a peur de passer à la trappe, et qui fait fuiter de manière très opportune dans les médias que peut-être il peut y avoir des nouvelles élections législatives. La ficelle est grosse, c'est juste pour faire pression sur le Parti socialiste, qui honnêtement n'avait même pas besoin de cette pression-là pour s'agenouiller devant le Premier ministre et garantir qu'il ne votera pas la censure. Une dissolution qui ne ferait ainsi pas les affaires des socialistes, mais sans doute pas beaucoup plus celles des macronistes. Ainsi, l'hypothèse est peu probable. À plus forte raison que l'organisation de nouvelles élections législatives perturberait le scrutin des municipales des 15 et 22 mars prochains, puisque l'idée serait de voter pour les députés en même temps que pour les maires. Un cas de figure qui nationaliserait sans doute le scrutin communal. Une mauvaise stratégie pour l'extrême centre, même si nombre de candidats de la Macronie vont partir sans étiquette ni parti affiché. Et l'on poursuit à présent avec l'actualité en bref en France. Un procès en appel qui peut faire basculer la donne politique. Mardi, Marine Le Pen comparaîtra à nouveau devant la justice pour l'affaire, communément appelée des assistants parlementaires. Les juges s'interrogent en effet sur la possibilité que le mouvement, sous la houlette de sa présidente d'alors, ait mis en place un système pour détourner l'argent du Parlement européen au profit du parti. 10 mois après la condamnation à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle aura à cœur de se défendre pour avoir le droit de figurer sur la liste de départ de la course à l'Élysée en 2027. La décision devrait tomber d'ici l'été. En cas de confirmation du jugement de première instance, Marine Le Pen se pourvoira sans doute en cassation. Autre cas de figure possible, une confirmation du premier jugement, mais sans exécution provisoire de l'inéligibilité, ce qui permettrait à la candidate de se présenter tout en agitant le verdict pendant toute la campagne. Les appelés contribueront aux missions des forces armées sur l'ensemble du territoire national. Les missions confiées vont être bien sûr adaptées à leur profil, à leurs compétences, mais aussi à leur parcours. La Macronie s'en va en guerre. Ce lundi, le ministre des Armées Catherine Vautrin a lancé la campagne de recrutement du service national militaire volontaire. Après l'échec du SNU, ce service de 10 mois est ouvert aux personnes de nationalité française, de sexe masculin et féminin et âgées de 18 à 25 ans. Les 3000 candidats retenus seront informés en mai. Leur formation commencera entre septembre et novembre prochain. Selon le ministère des Armées, les volontaires devront rester sur le sol français et ne devraient pas être envoyés en zone de conflit ou en opération extérieure. Notons que la journée défense et citoyenneté, toujours obligatoire, va être appelée journée de mobilisation.
Macron dans les traces de Nicolas Sarkozy. Le président prépare la création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas dans le cadre du sommet Africa Forward prévu à Nairobi en mai 2026. Ce projet vise officiellement à mobiliser les binationaux, les Français d'origine étrangère et les ultramarins comme levier pour la politique étrangère, l'influence économique et l'entrepreneuriat, particulièrement avec l'Afrique. L'Élysée met en avant ce qui est appelé l'atout démographique de la France, qui abrite les premières diasporas subsahariennes de l'océan Indien, maghrébine, musulmane et du sud-est asiatique, en Europe. Pour déterminer l'appartenance aux diasporas, les origines familiales pourraient être vérifiées jusqu'aux grands-parents, incluant binationaux et ultramarins, discriminant de fait les natifs blancs. Le Haut Commissariat rassemblerait une trentaine de personnalités comme Liliane Thuram, Najat Vallaud-Belkacem ou Teddy Riner. Une nouvelle convention citoyenne de 200 participants, dont la moitié tirée au sort, sera lancée à l'été 2026 pour, je cite, « valoriser ce projet ». Avalanche tragique dans les Alpes. Des coulées de neige ont provoqué la mort de 6 personnes en 2 jours. Samedi, 3 skieurs en hors-piste ont péri dans 2 coulées de neige distinctes en Savoie, l'une à Val d'Isère et l'autre à Arèche-Beaufort. Dimanche, un skieur en hors-piste s'est tué à Valorcine, en Haute-Savoie. Une avalanche l'a précipité contre un arbre sans l'ensevelir, mais il n'a pas survécu à ses blessures. Le même jour, 2 hommes ont été ensevelis à La Plagne et à Courchevel. Notons qu'en Savoie, le niveau élevé de risque d'avalanche, de niveau 4 sur 5, devrait se maintenir dans les prochains jours sur plusieurs massifs. À présent, l'actualité internationale. La guerre à la terre entière. Donald Trump a exhorté Cuba, allié clé du Venezuela, à accepter un accord avec les États-Unis avant qu'il ne soit trop tard, menaçant de couper l'approvisionnement en pétrole et en argent vénézuélien. Dans un message sur son réseau Truth Social, le président américain a souligné que Cuba a profité pendant des années du pétrole vénézuélien en échange de services de sécurité pour les dirigeants vénézuéliens, mais que cela était terminé. Donald Trump a même republié un message suggérant que son secrétaire d'État Marco Rubio pourrait devenir président de Cuba. En réponse, le président cubain Miguel Díaz-Canel a affirmé que personne ne dicte quoi faire à Cuba, un pays libre et indépendant, agressé par les États-Unis depuis 66 ans et prêt à se défendre. Si demain Washington s'en prenait à Cuba, ni l'ONU ni la dite communauté internationale ne devraient réagir très concrètement. Règlement de compte international, mais aussi intérieur. Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, la Fed, a révélé avoir reçu une convocation du ministère de la Justice qu'il qualifie de prétexte pour les pressions exercées par Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump réclame une baisse plus forte des taux d'intérêt, accusant la Fed de motifs politiques et d'un dépassement budgétaire pour la rénovation de son siège. Powell dénonce ce qu'il appelle des intimidations, affirmant que la Fed décide des taux dans l'intérêt public, non sous influence politique. Dans une vidéo, il insiste sur son engagement impartial sous 4 administrations. Donald Trump, interrogé, nie toute implication directe, mais maintient que les taux sont trop élevés. Powell, dont le mandat expire en mai 2026, pourrait être remplacé par Kevin Hassett, un proche de l'actuel président. Trump a par ailleurs tenté de révoquer une autre responsable de la Fed, Lisa Cook, décision bloquée par la Cour suprême. Plus généralement, le gouvernement américain appelle à une évaluation complète de la Fed, estimant qu'elle doit changer de cap. Medvedev fait un appel du pied à Donald Trump quelques jours après l'enlèvement du président Nicolas Maduro par les forces spéciales des États-Unis. L'ancien président russe Dmitry Medvedev s'est fait remarquer avec une sortie haute en couleur auprès de l'agence TASS. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, connu pour ses déclarations polémiques, s'est demandé si Donald Trump ne pouvait pas programmer l'enlèvement du chancelier Merz. Berlin a peu goûté de la plaisanterie et a condamné ce qui a été perçu comme des menaces. L'Allemagne de Friedrich Merz est à compter parmi les pays les plus mobilisés par la guerre en Ukraine, emboîtant le pas à Emmanuel Macron, notamment avec la coalition des volontaires. Tour de vis sur les réseaux sociaux en Australie, un manque à gagner pour Meta. Ce lundi, la maison mère de Facebook et Instagram a appelé Canberra à revoir l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, une loi entrée en vigueur le 10 décembre dernier. Le groupe Meta dit avoir fermé 331 000 comptes de mineurs sur Instagram, 173 000 sur Facebook et 40 000 sur Threads pendant la semaine précédente, le 11 décembre. Le géant américain du numérique appelle aujourd'hui le gouvernement australien à, je cite, une meilleure solution et à ne pas imposer des interdictions générales. Pendant ce temps, en France, un projet d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans est étudié par le Conseil d'État depuis quelques jours. Reste à savoir si Emmanuel Macron se mesurera au groupe Meta. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez un nouveau numéro de Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'ingénieur centralien Jean-François Ozol pour évoquer la guerre des pétrodollars entre Trump et la Chine.
lorsqu'il se produit des événements un peu exceptionnels comme celui-ci, tout le monde y va de son couplet convenu sur un certain nombre de sujets à la mode. Alors qu'il les met à la mode, c'est une autre affaire. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ceci s'est inscrit dans une logique qui est la logique de la capitalisation primaire américaine, enfin anglo-saxonne en général, c'est celui du contrôle des matières premières. Et notamment parce que ça, émettre de la monnaie, ils savent faire, mais la seule vraie monnaie, ils le savent, c'est celle qui a pour contrepartie des matières premières. Parce que lorsque vous échangez avec quelqu'un, c'était d'ailleurs le principe commercial développé par les Phéniciens, c'est-à-dire que tous les échanges se faisaient entre des produits avec des taux d'échange convenus tout autour de la Méditerranée et même de la Mauritanie à la Chine. Bon, là, aujourd'hui, les anglo-saxons savent depuis très longtemps que les Russes disposent de la plus grande planche à billets du monde, puisqu'on les crédite, alors ça dépend des documents, des normes, etc., de 20 à 30% des ressources naturelles mondiales. Pour le Zoom du jour, l'éditorialiste politique Julie Graziani démonte l'escroquerie intellectuelle de notre démocratie. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.